Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, mais il y a quand même des rapports avec la littérature. On va voir ça avec Benjamin, un grand spécialiste de la question. Ah bon? Ouais, je te jure. Allez hop. Le générique. Ah oui. Là, je te coupe. Et c'est fini. Alors Ben, je vais te laisser te présenter parce que, bon, jeux vidéo, littérature, bibliothèque, on va vraiment parler de bibliothèque, je crois. Ouais. Je crois que t'as J'essaie de faire un synthétique. Donc Benjamin à la vraie vie. Armof sur internet depuis les débuts, hein. J'ai jamais changé de pseudo. Je fais pas partie de ces gens qui à 16 ans s'étaient fait un pseudo et qui maintenant crèvent d'envie d'en changer parce qu'ils en ont honte. On citera pas notre ami Strasbourgeois. Je tiens une chaîne depuis maintenant 6 ans, même si dans ma tête ça fait 5 ans parce que cette année on a été très peu actifs pour différentes raisons personnelles et professionnelles. Je tiens une chaîne qui s'appelle Arme Ultime. Je mettrai le lien. Évidemment. Voilà, parce que si on tape comme ça vient... ça vient pas. C'est ça, parce que c'est un jeu de mots involontaire de la part. C'est vrai, c'est involontaire. C'est involontaire. Oh, le talent. Ouais. Le hasard objectif. Et c'est une contraction en fait de Armof et Kramul, mon meilleur ami, donc on est les deux fondateurs de la chaîne. Et on avait fait une contraction, ça faisait soit Kramof, soit Armul. Armul c'était plus joli. Ça sonne mieux que Kramof. Voilà. Et du coup on a mis Team derrière, et en fait un peu plus tard on s'est rendu compte que ça faisait Arme Ultime. Okay. Bref, voilà, c'est une chaîne qui traite de jeux vidéo essentiellement, puisqu'il y a d'autres programmes dessus. Mais essentiellement jeux vidéo, il y a peut-être des gens qui regardent ta chaîne qui la connaissent, notamment des universitaires. C'est possible. Je sais, alors dans les noms ludo connus, j'ai envie de dire, voilà, je sais personnellement que Monsieur Sébastien Janvaux connaît notre chaîne, Monsieur Alexis Blanchet connaît notre chaîne. Voilà. On leur enverra cette vidéo. Avec plaisir, je sais pas. Moi je suis très flatté en tout cas qui regarde mon émission, puisque en fait je ne suis pas du tout universitaire et je n'ai absolument pas de formation. Mais je dirais que c'est sur tout le jeu vidéo. intérêt. Peut-être bien. Donc voilà, on parle de jeux vidéo, essentiellement de jeux vidéo d'horreur, puisque avec mon colocataire de l'époque, désormais meilleur ami, on faisait des jeux d'horreur. C'est quelque chose qui nous attirait profondément parce que on s'était rendu compte, et on va dévier doucement vers pourquoi littérature. On se rendait compte qu'en fait les jeux d'horreur avaient beaucoup de choses à cacher à l'écran, mais qu'il y avait un sensationnalisme visuel qui renvoyait toujours à quelque chose d'insidieux, à une blessure, à un trouble psychologique, et que ça avait beaucoup de choses à dire. Et un peu à la manière des contes, quand on parle de la figure du grand méchant loup, et en fait on fait allusion à toute autre chose. Sauf que quand on est enfant, l'image qu'on a c'est le grand méchant loup, cette créature qui vient nous attaquer. Mais qui permet de donner forme à une peur et à même des choses parfois concrètes mais indicibles. Absolument. Et donc en fait comment ça s'est goupillé, on a habité en coloc, on a fait Silent Hill 2, on a fait un syndrome de Stendhal. On s'est soutenu psychologiquement. Stendhal que j'enseigne encore cette année. On s'est soutenu psychologiquement. Il y a des liens partout. Et on s'est dit, c'est putain d'incroyable, en fait ce qu'on vient de jouer, c'est pas possible quoi. Genre ça dit tellement de choses, c'est d'une absolue... Enfin voilà, c'est la quintessence du jeu d'horreur encore aujourd'hui à mon sens. Et on a décidé de potentiellement écrire un livre. Sauf qu'à cette époque-là, on est en 2003. Et en fait, on sait pas comment écrire un livre. Et puis, à quoi bon? Après, est-ce qu'on le fait publier? Par qui? Alors que maintenant, il y aurait peut-être des maisons intéressées, mais peut-être que ça ne t'intéresse plus. Oui, et puis au pire, on serait en auto-édition chez Lulu. Oui, voilà. Non, mais puis Peut-être chez Rouge Profond, je sais pas. Il y a, chez Sœur d'édition. Ouais, je pense à Sœur de... J'allais te dire Thierry, mais ça, c'est parce que j'arrête pas de regarder les vidéos de François Bon, et c'est plus la même chose. Mais voilà, ouais, chez Sœur, effectivement, il y a eu des appels d'offres dernièrement d'ailleurs. Mais c'est récent. En fait, sur ces maisons d'édition. Ouais, je suis extrêmement ravi d'ailleurs de voir le travail de Sœur sans voilà, jeter de fleurs à personne, mais effectivement, moi, il y a leur catalogue qui me plaît vraiment beaucoup. Et je me dis, ouais, en fait, on a enfin des sujets de fond. Parce que nous, c'est ce qui nous manquait en fait avec mon camarade Thomas. C'est qu'on jouait pas bêtement aux jeux vidéo. On y joue depuis qu'on est tout gamin. Et on a commencé à peu près au même âge, donc on avait 6 ans, ce qui est, même en 2018, pour beaucoup de parents, très prématuré pour jouer aux jeux vidéo. Moi je ne trouve pas, perso, mais ça dépend comment c'est fait l'encadrement. Moi j'avais une maman qui jouait à côté, donc... Ouais, mais on a les mêmes peurs qu'avec le livre, et on va aussi commencer à... Quand on aura peur d'autre chose, on laissera les jeux vidéo tranquilles. Oui, tout à fait. Et en fait,
on se disait, ben, là, il y a ce message-là, là, ce message-là. La même année, en fait, on avait fait GTA Vice City. Et on avait trouvé qu'il y avait un message, un discours politique punk qui était incroyable derrière, quoi. On aimait beaucoup, justement, les productions Rockstar pour le discours qu'il y avait derrière. Alors que, on constatait, bien malgré nous, que 80% des utilisateurs, pour généraliser et faire un chiffre vulgaire, quoi, aimaient GTA parce qu'on pouvait voler des voitures, tuer des gens et taper sur des prostituées, quoi. Ce qui est quand même une vision un peu réductrice Complètement. du plaisir, mais... Complètement, mais c'était cette liberté d'être mauvais qui les intéressait. Et alors, du coup, nous, voilà, on avait... Alors qu'en fait, c'est aussi un discours sur le mal. Ouais, mais alors, en fait, bon, Rockstar tourne un peu en rond, malheureusement, mais il y a quand même beaucoup ce truc de... c'est la société qui fait de toi ce que tu deviens, donc voilà. Il y a un discours toujours très anti-américain, de toute façon, et je crois que quelqu'un avait écrit il y a quelques années dans un article, je ne pourrais absolument pas citer ma source, mais avait dit, sans les États-Unis, Rockstar ne ferait plus de jeux vidéo de toute façon. Voilà. C'est toujours un grand méchant loup. C'est ça. Dans l'affaire. Et donc voilà, bref, pour la faire courte, on s'est lancé quelques années plus tard dans les vidéos. Ça nous est apparu comme une évidence. Et on a lancé notre émission Creepy as Shit, qui fait un format entre 20 minutes et 50 minutes. Vous voyez que je fais pas trop long. Parce qu'on a volontairement décidé d'avoir un parti pris fort en termes de rythme, de son et d'image, puisque ça renvoyait directement aux jeux d'horreur, qui ont tout le temps des partis pris extrêmement forts en direction artistique aussi. Et puis que nous, de toute façon, c'est des images avec lesquelles on a grandi, on a toujours vécu dans une atmosphère fantaisiste sombre. On aime beaucoup la laideur. Bah ouais, très digolien. Ouais, non, mais enfin, voilà, l'esthétique l'esthétique de la laideur. Ouais. Et du coup, pour finir, ouais, bah voilà, ça fait 6 ans qu'on tient l'émission à un rythme plus ou moins régulier. À côté de ça, sur la chaîne, effectivement, on a lancé aussi une des émissions. Alors, on a une émission sur l'espace, mais il n'y a eu qu'un épisode. Sur la conquête spatiale. Ça viendra. Parce que ça, c'est un sujet qui passionne beaucoup Thomas. On a eu une tribune libre de Tachi, puisque entre-temps, j'ai rencontré ma compagne qui s'inscrivait totalement dans la chaîne. Et du coup, on n'a pas changé le nom de la chaîne, mais voilà. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu plus même présente que Kramul, puisque lui, il a des obligations professionnelles actuellement. Et puis, de mon côté, avec Jérémy, que vous voyez régulièrement, on a une émission qui parle de... Enfin, et Julien aussi, mais on coécrit avec Jérémy, réellement, qui parle du cinéma found footage. Et du coup, pareil, on a adopté un dispositif, parce qu'on réfléchit beaucoup sur le rapport aux images. Donc on a adopté un dispositif trompeur et on fait du faux documentaire pour parler de found footage et ou de faux documentaire. Donc c'est une mise en abîme. Et en plus, on parle de la réception du public sur YouTube. Il y aura tous les liens. Ouais, il y a des strates, il y a des strates un peu étonnantes, mais ça nous paraissait aussi important de faire de la prévention sur le rapport aux images et la réception. Ouais. Voilà, pour me présenter brièvement. À côté de ça, effectivement, je ne suis pas conférencier, mais je donne des conférences. Mais je fais bien le distinguo entre les deux, parce que pour moi, conférencier, c'est un métier. Et c'est quelque chose qui... Il y a peu de gens conférenciers professionnels. Ouais. Hein. Vraiment. Mais j'ai souvent l'impression que c'est, si ce n'est des chercheurs, au moins des universitaires. Souvent. Non. Non, bah, tu peux avoir. Après, chercheurs, pas dans le sens forcément. Tu vas être plus dans de l'interprétation, mais aussi de la présence. Toi, comme tellement, par exemple, qui est pas. On peut dire un chercheur académique, au moins, on va dire. Je sais pas tellement son parcours, mais il n'est pas orthodoxe, et je crois qu'il vit quand même de ses livres et de ses conférences. Bon, c'est plutôt ce genre de personnes qu'on va voir comme conférencières ou conférenciers. D'accord. Moi, j'ai gardé le terme proposition. J'aime bien ce terme. Ouais. On fait des propositions sur scène. Voilà. Mais c'est plus généreux. Où on parle avec un micro, et si les gens ils ont envie de dire un truc, ils lèvent la main, et on s'interrompt. Et donc voilà, on intervient dans les salons de la culture geek essentiellement, hein, surtout sur Bordeaux parce que c'est chez nous. On a été amené à se déplacer dans la région de Montpellier. Ça a été un vrai plaisir, parce qu'on nous y a directement invités. Voilà. Et puis il y a d'autres trucs qui se préparent sur la chaîne, mais c'est pas le sujet. Ouais. Et à côté de ça, voilà, je pense que tu voulais m'amener sur la bibliothèque. Quel rapport avec la bibliothèque? Explique-nous. Je sais pas.
Ça m'a, oui, mais ça m'a aidé effectivement aussi à prendre les micros sur scène. Ouais. J'ai été médiateur, animateur médiateur, on va dire, culturel pour les services de la mairie de Bordeaux pendant 2 ans au sein des 11 établissements bibliothèques de Bordeaux, où j'intervenais auprès de groupes scolaires de 6 à 11 ans, donc les élémentaires, Ouais. quoi. J'ai pris un plaisir non dissimulé à être transmetteur de savoir. Pour pas dire prof. Hein. Non, C'est pas le même métier que prof. mais c'est pas le même métier du C'est tout. pas le même métier. C'est pas le même métier parce que j'ai pas de programme à respecter en fait. Ah, mais c'est le pied. Ouais. Et C'est voilà, au profond. départ, on est parti sur quelque chose d'un peu comme ça, rigide, on va dire, sans remettre en question Ouais. les programmes des profs, mais tu vois, il y a quand même des choses établies, quoi. Ouais. Une Non, pédagogie, mais en tout cas. pour, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient plus étanches, les enfants, au bout d'une heure. C'était des tranches d'une heure, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était sur les TAP. Du coup, ça se situait après les cours. Ouais. C'est quoi les TAP? C'est des temps d'accueil périscolaire. Ouais. Ok. Et péri-éducatif, justement, c'est pas le Péri-éducatif, périsco. pardon. Et donc, du coup, c'était une réforme qui avait été votée, il me semble, sous Hollande, et qui avait été appliquée sous Hollande, puisque là, Oui. maintenant, elle est laissée libre aux mairies. Oui, je Et me toutes souviens. les mairies sont en train de plus ou moins le. Et ça allait avec toute la réforme des temps scolaires qui, Tout à fait. C'est la semaine Ah oui, des 4 jours, influence, effectivement. sur les bibliothèques notamment. Et il y avait des propositions comme ça qui se faisaient en mairie, donc bon, c'était laissé. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est bien de faire des réformes, mais il n'y a pas eu le budget qui a suivi derrière. Donc c'était laissé à la libre interprétation des mairies, et souvent, c'était plutôt budgétisé pas comme il faut. De façon libre. Ouais. C'est- Et quand on est sur une grande commune comme celle de Bordeaux, on a effectivement un temps d'accueil qui est génial avec des propositions de partout, que ce soit le musée d'art contemporain, le musée des sciences. Tout le monde y est allé de sa proposition. Nous, on s'est rapproché de ces établissements également avec mes 2 collègues à l'époque parce qu'on voulait créer des ponts entre les différentes propositions culturelles. Ça, c'est super. Mais voilà, moi je sais que sur les petites communes à côté, que ce soit Bruges, Oui, ou plus éloigné. Hein. ouais, encore plus loin, C'est plus dur. il y avait souvent des temps qui étaient imposés parce que c'était une réforme et où les enfants se retrouvaient dans la cour à jouer au ballon, quoi, parce qu'il n'y avait pas de. Il y avait pas de... Ouais, Bah, ça a demandé des emplois également aussi derrière, de temps consacré, enfin de gens consacrés à ça. Et donc, toi, tu étais à la bibliothèque et tu Ouais. étais chargé de l'accueil des enfants pendant ce temps-là. Absolument. Et tu t'es rendu compte qu'en faisant des choses traditionnelles, ils s'ennuyaient. Ouais, quand C'est un peu comme ça. c'était rigoureux, parce qu'au départ, voilà, quand on est arrivé au sein de la bibliothèque, moi j'ai pas un profil de bibliothécaire, j'étais avec 2 collègues, une qui sortait de l'IUT du livre Ouais. et qui était également animatrice de colo Donc, depuis avec 3-4 la- ans. Donc elle faisait le pont entre moi qui suis totalement novice là-dedans Ouais. et qui avait un profil qui était hyper non standard et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été choisi. Et à côté de ça, j'avais Faut pas avoir peur d'être soi-même. Hein. à côté de ça, j'avais mon autre collègue qui, sortait de l'IUT du livre et qui était purement et simplement dans un esprit bibliothèque, mais pas Ouais. formaté parce que c'était son premier emploi. Elle Ouais. avait fini son diplôme en juin et elle était Donc prise elle au n'avait jour. pas l'habitude de 15 ans de bibliothèque. Non, donc elle arrivait plein avec, de choses à avec regarder. ses idées en mode on va révolutionner le truc, on va Ouais. sauver le monde avec la bibliothèque. Trop bien. Ah ouais, beaucoup d'énergie positive chez Lola et c'était hyper cool. Et donc du coup on s'est posé vraiment, la mairie nous a laissé toute l'attitude de faire des réunions avec les gens qu'on voulait, de contacter les groupes qu'on voulait, et puis de faire des propositions. Au départ il y avait un plan, si tu veux, qui avait été posé, avec un certain cahier des charges, qu'on a essayé de respecter au départ, même si on a quand même changé quelques trucs. Par exemple on avait un thème sur le Japon, Ouais. il était très traditionnel avec atelier origami, ce genre de trucs. En fait ils le font déjà en son animation. C'est pas intéressant, on fait une double proposition. Et oui, donc si vous proposez la même chose, qu'un intérêt pour la bibliothèque, pour vous, et en plus vous grillez le centre d'anime. Du coup, moi j'ai fait des propositions ludiques. Ça a aussi énormément ouvert ma façon de penser au tout ludique en fait. Hein. Vraiment, aujourd'hui j'essaie vraiment de mettre du jeu partout, dans tout ce que je fais. Et du coup, voilà, le thème du Japon, bon, j'ai grandi avec des mangas, avec des jeux vidéo, tout ça. J'ai pas laissé passer le truc. Je me suis dit, on va faire un peu plus le Japon moderne, puisque le côté traditionnel, ils l'étudient eux, avec les animateurs.
comme ça en centre de loisirs, puisque c'était une semaine sur deux qu'on recevait les classes. Ok. Donc il y avait une semaine en autonomie pour les centres, après ils allaient en bibliothèque, une autre semaine en autonomie, après ils allaient en bibliothèque. Donc ils pouvaient rebondir aussi sur la proposition qu'on avait fait, ce qui était vraiment cool. Et ça te permet en plus d'avoir un truc quand même à long terme, et t'as quand même à chaque fois une semaine pour reprendre si un truc n'a pas marché, Absolument. ou si t'as une autre idée. Ouais. Donc c'est super comme attitude. Et en les ayant pas en permanence, t'as aussi du temps quoi, pour réfléchir. Donc du coup voilà, sur le Japon, je suis parti sur un quiz, tout simplement, présentation du Japon, avec des aberrations quand on est adulte, mais quand on est en élémentaire, on sait pas. Donc il y avait un truc sur la gastronomie, genre quel plat est japonais. Donc il y avait des sushis sashimi, il y avait genre un hamburger, il y avait une pizza, Ouais. et puis il y avait genre des nems. Et alors ça c'était le piège. Et ouais, Ils tombaient tout le temps dedans. Du coup ça permet aussi de faire des ponts avec la culture asiatique dans l'ensemble et de dire ça c'est vietnamien. Et d'expliquer que l'Asie n'est pas un pays. C'est ça. Pas plus que l'Afrique. Et oui, parce que les Chinois du Japon, tu sais. Ouais. Voilà. Et puis, c'est bien d'arriver à débunker ça super trop. Question sur la BD, donc avec des super-héros, avec le Marsupilami, puis derrière avec Dragon Ball. Voilà, question jeux vidéo, avec aussi justement cette volonté de présenter des productions internationales. Donc il y avait une image de FIFA par exemple, je crois, il y avait une image de Assassin's Creed, et puis il y avait Mario quoi. Et du coup en fait c'est très dur ça pour les enfants de c'est quoi qui est plus japonais que quoi. Ouais. Il n'y a pas de standardisation. Oui, Mario ça n'a pas l'air japonais comme ça. Puisqu'il est italien. Et les japonais représentent peu les japonais à l'image de toute façon, même dans la tradition manga. Ouais. On est souvent sur des extraterrestres en gros, des personnages avec des grands yeux. Et complètement déshumanisés. Ouais, donc voilà. Et ça m'a permis effectivement aussi de voir la proposition jeux vidéo en bibliothèque à ce moment-là, puisque je suis intervenu bénévolement aussi auprès de mes collègues du service numérique, notamment à la grande bibliothèque de Bordeaux à Méradec, qui étaient qui sont toujours d'ailleurs, qui sont des personnes absolument adorables et pleines de bonne volonté, mais qui se sentent un peu dépassées aussi par le truc, puisqu'au départ elles sont de formation bibliothécaire livre. Et toi tu peux leur apporter. Et quand le service s'est monté, sur la base du volontariat, on m'a demandé est-ce que quelqu'un veut s'occuper du jeu vidéo. Sauf que c'est cool, mais. C'est pas facile. Si tu joues pas, si tu connais pas, c'est pas facile. Quand t'es à côté, je pense qu'en 2018 c'est un peu corrigé ça, mais quand même ça a eu la dent dure. Hein. Quand t'es à côté, le jeu vidéo c'est déjà il y a le mot jeu et en fait ça casse tout. Ouais. Parce que le jeu c'est un divertissement, donc c'est pas un produit culturel. Donc c'est pas la bibliothèque. C'est pas la bibliothèque déjà, et on joue pour s'amuser, pas pour faire autre chose. Ouais. Donc. Jouer, et c'est bien sérieux. C'est ça. Et donc du coup tu te retrouves avec effectivement avec un mépris de base du truc. Alors pas auprès enfin c'est pas du tout le discours de mes collègues qui travaillaient, mais sur la proposition basique de la mairie, on veut mettre des jeux vidéo parce que c'est soi-disant un produit culturel, mais voilà quoi. Ouais. On le met dans un coin. Voilà. Et puis t'as pas forcément envie de, dans ce cas-là, lancer un Versailles qui est plus un jeu pour les papas que pour les enfants. Il faut une accessibilité aussi pour que l'usager... Du serious game, toi tu voulais aussi travailler le jeu vidéo en tant que jeu, quoi, pas en tant que support éducatif ou culturel. Moi je veux mettre Mario et dire, il y a quoi à trouver dans Mario, il y a plein de trucs, il y a plein de propositions. Et montrer ce qu'il y a en termes de culture propre aux jeux vidéo, de ce que ça va amener après en tant que jeu vidéo, et pas en s'occupant des... Ouais, ce qu'on appelle serious game en gros. Ouais. Enfin, pour le coup, le serious game, c'est vraiment un pan du jeu vidéo. Alors que là, moi, le truc, on parlait de sort d'édition tout à l'heure, moi, je m'inscris vraiment dans les gens qui ont cherché, parce que j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment un boulot de chercheur, entre guillemets, trouver des problématiques dans le jeu vidéo et à les faire ressurgir, voilà quoi. Donc j'ai plus un travail en fait de décomposition du matériau de base et d'analyse, c'est ça. C'est de la sémio, hein, clairement, voilà, sur du jeu vidéo quoi. Et ça marche. Ça marche. Et la dernière intervention que j'ai fait en bibliothèque, c'était pour le coup là un contrat d'une journée. J'avais déjà laissé mon poste. C'est le service numérique de la bibliothèque qui a redirigé vers moi. J'étais peinard chez moi en me disant je bosse pas, j'ai profité de mon chômage. Et c'est pas très sérieux ce que je dis, mais c'est un peu le cas, parce que ça me permet de me consacrer. Au moment où ça tombe, autant que ça se passe Oui, bien. puis ça me permettait aussi de me consacrer à mes activités artistiques à côté, justement. Et en fait, je reçois un appel donc du Festival du film international indépendant de Bordeaux, donc un gros truc, qui avait décidé de faire une thématique sur la science-fiction et le numérique au cinéma. Et qui avait en fait un atelier à la bibliothèque pour faire le pont entre jeux vidéo et cinéma.
Du coup, je suis allé les rencontrer. Il y avait une belle proposition de jeu. J'en ai rectifié 2. Notamment une sur Matrix, qui est pour moi quand même le film absolument jeu vidéo, quoi. Et on avait en fait en jeu proposé, on avait The Path of Neo, qui est un jeu en fait qui retrace la trilogie Matrix, où on joue le personnage interprété par Keanu Reeves. C'est un meilleur jeu que celui que j'ai proposé, mais ça m'intéressait moins parce que je savais que pour l'avoir joué, il y avait un jeu antérieur qui s'appelait Enter the Matrix, qui est un jeu effroyable au niveau visuel parce qu'il a manqué de budget et qu'on a l'impression qu'il n'est pas texturé. Mais en fait, il est très important, à mon sens, de le mettre en démo dans ce cadre-là, puisque en fait, les Wachowski à l'époque avaient décidé de faire une œuvre totalement transmédia, puisqu'il y avait une série de courts-métrages qui était sortie qui s'appelait Animatrix, qui faisait le pont entre les films aussi. Et donc, ce jeu vidéo, en fait, nous fait jouer 2 personnages, si je dis pas de bêtises, ou 3, en tout cas 2, c'est sûr, qui sont les pilotes du vaisseau Osiris. Si je dis pas de bêtises une fois encore. Non, c'est pas l'Osiris, mais bon, bref. En fait, c'est 2 personnages qu'on voit dans le 2e film Matrix. Pour ceux à qui ça dirait quelque chose. Le moment où Morpheus est sur le toit du semi-remorque en train de se battre avec des agents, il y a une protagoniste avec un super de full coat en cuir rouge. Non, mais elle est hyper stylée, quoi. Qui arrive sur une moto et qui vient l'aider. Et elle est assistée par un gars asiatique en voiture. Et en gros, c'est des gars qui sont dans un autre vaisseau que celui qu'on suit et qui ont un impact sur toute la mythologie de Matrix. Et le jeu propose de jouer ces 2 personnages-là avant et après. Et on retrouve au milieu du jeu cette scène avec le semi-remorque. Du coup, ça faisait un pont. Ça complète vraiment le film. C'est pour ça que je l'avais vraiment proposé, parce que je me disais, là, on est dans l'absolu, c'est une œuvre de jeu vidéo. Et ça montre le transmédia qu'on peut rater si on n'est pas dedans. Voilà pour mon parcours. Et alors, quand tu as fait cette proposition donc à la mairie, jeux vidéo en bibliothèque, est-ce que tu as eu des obstacles? Comment tu as fait les choses? Alors moi, je n'ai pas fait de proposition jeux vidéo en bibliothèque. À chaque fois, on est venu me chercher. À chaque fois, c'est encore mieux. Ouais. J'ai eu aucun obstacle parce que bon, là, on est sur la FIFIB. Ceux qui sont de la région de Bordeaux savent que c'est un truc qui... ça a 18 ans, 19 ans, quoi. C'est un énorme truc, il y a des invités de prestige qui viennent tous les ans pour être les membres du jury. C'est un festival international, donc ça a un rayonnement quand même assez violent. Et puis là, en fait, c'était ce qu'on va appeler le off-prime, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans le festival, mais qui n'est pas dans la salle de cinéma. Et qui permet d'accompagner. Et du coup, non, j'ai eu aucun problème. De toute façon, c'était une proposition qui était absolument honnête dès le départ, puisque c'était, est-ce que tu veux nous aider? Oui. On peut pas te rémunérer? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est une problématique qu'on va souvent. Y a pas de... Non, mais ça me plaisait parce que en fait, du coup, l'idée, je suis réintervenu auprès de groupes scolaires. Puisque en fait, c'était sur réservation et que moi, je faisais de l'accueil avec un petit pitch de base pour dire ici, je vous présente tel jeu, on l'a choisi parce que. Et donc, dans la sélection, il y avait quoi? Il y avait ICO. Ça me paraissait très important de le mettre aussi. Puisque en fait là on est moins sur une proposition cinéma, mais on est sur du narratif qui passe par de la mise en scène. Donc en fait c'est un jeu qui est absolument muet, puisqu'on ne comprend jamais ce que disent les 2 personnages. C'est la problématique du jeu, vu que c'est 2 personnages qui doivent s'entraider mais qui ne se comprennent pas. Ça, littéralement, c'est hyper intéressant aussi. Quand tu compares ce que peut la littérature, ce qu'elle ne peut pas, c'est... Et du coup, en fait, je fais vite fait le résumé du jeu. C'est un petit garçon en fait qui est mis en prison. Donc c'est un univers complètement onirique. Hein. Ça n'a rien à voir avec notre univers à nous. C'est très inspiré par les peintures de Chirico, pour ceux qui connaissent. Et donc, un peu angoissant. Ouais, puis c'est des grandes forteresses, tu sais, vraiment avec des ponts, avec des alcôves de partout, voilà. Puis côté pierre sur laquelle l'herbe pousse, et juste ça en fait. Et du coup, il est transporté par des chevaliers en armure hyper imposante, à cheval dans son cachot, qui est un sarcophage, hein, donc en fait c'est une espèce de vierge de fer sans les pics. Donc en gros en long mur, hein, quelque part, voilà quoi.
Sauf que tout ne passe pas comme prévu, le sarcophage s'ouvre, le jeu commence à ce moment-là, et on se rend compte qu'en fait, très haut perché, au je sais pas, 36e étage de la tour dans laquelle on est, il y a une jeune femme préadolescente qui est présentée comme un être extrêmement fragile, qui est vêtu de blanc, enfin, voilà, Ouais. et qui n'a pas du tout de conditions physiques. On arrive à la libérer et en fait on se rend compte qu'elle, elle a une dimension mystique, puisque en fait elle a la faculté, sans même le savoir, d'ouvrir les scellés du jeu, Ok. mais elle ne peut pas courir et elle ne peut pas déplacer d'objets. Ouais. Et donc tout le jeu c'est un jeu à contrainte. c'est un jeu d'énigmes. C'est un sonnet à jouer. C'est un jeu d'énigmes où on va être amené à déplacer des poids, Ouais. à faire des jeux de miroir, ce genre de choses. Ok. Pour jouer sur les règles physiques et. C'est ça. Et quand on a résolu l'énigme en quelque sorte, on va pouvoir accéder à la porte qu'elle va pouvoir nous ouvrir. Seulement, on n'est pas on n'est pas supposé la laisser trop longtemps seule, puisque en fait il y a les ténèbres qui essaient de s'emparer d'elle, et donc parfois elle crie, et en fait les ténèbres apparaissent, mais alors littéralement sous elle, et essaient de la choper. Donc en fait on est systématiquement amené à jeter un œil sur elle, voir si ça se passe bien. Et donc du coup, des fois on commence une énigme et puis c'est un truc qu'on doit pousser une boule sur 100 mètres. Et puis on arrête et la boule pendant ce temps-là elle retombe. Et donc il y a aussi des choses qui nous apprennent aussi la persévérance et le handicap. Et enfin, ça, c'est très riche quoi en termes et l'entraide. de propositions et l'entraide. Et surtout le langage universel puisque les deux personnages ne se comprennent pas. Et ça c'est hyper intéressant. Et du coup le joueur ne comprend pas. Donc par la mise en scène et purement et simplement, et par tout le level design qu'il y a autour, il y a une narration qui se fait parce que le jeu quand même raconte une histoire. Voilà. On est obligé de comprendre visuellement ce qui se passe. Quoi. Ouais, donc ça devient hyper intéressant à présenter. Ouais. Mais alors en fait, donc t'as pas eu de problème pour jeux vidéo en bibliothèque, du tout. Mais bon, l'idée de mettre des jeux vidéo dans la bibliothèque, elle va pas de soi au départ. Tu le disais, la bibliothèque c'est pas un lieu de divertissement, c'est quand même un truc sur lequel une idée préconçue qui est plus tellement à l'ordre du jour, parce qu'aujourd'hui on parle quand même plus de médiathèque que de bibliothèque. Ouais, tout à fait. Enfin, je veux dire, on prenait des VHS quand j'étais petite à la médiathèque de Talence, tu vois, donc... Alors quand je suis rentré en bibliothèque, moi j'étais absolument neutre de toute contrainte et je débarquais. Hein. Vraiment le gars qui fait ses vidéos sur internet, il a vraiment de la personne, il arrive en bibliothèque où tout est extrêmement formel. Ouais. C'est le problème des institutions, en plus un peu anciennes. Hein, ouais, puis la bibliothèque de Bordeaux, ne serait-ce que... Attends, non, je crois de l'ensemble des bibliothèques de Bordeaux, mais ça représente plus de 200 employés. Ouais, s'il n'y a pas de règles, ça marche pas, quoi. Et en fait, déjà, je me rends compte d'un truc, voilà, c'est pas un secret. Hein. On a une bibliothèque principale, qui est la grande bibliothèque de Méradec, et on a les bibliothèques de quartier. Ouais. On se rend compte que, c'est un ressenti personnel, hein, la vie est quand même beaucoup plus belle en bibliothèque de quartier, vu qu'on travaille sur des équipes réduites, et que les responsables d'établissement sont quand même beaucoup moins surveillés par la mairie. Mais on n'a pas de proposition de jeux vidéo en bibliothèque de quartier, moins qu'à Méradec. Pour les questions matérielles. Ouais, puis j'y reviendrai après. Mais, ça marche. Donc j'arrive dans cette bibliothèque et effectivement, je me rends compte qu'il y a des préjugés, il y a des choses, mais j'apprends également avec beaucoup d'intérêt, notamment par ma collègue qui sortait tout juste de ses études. Ouais. Donc elle était bien formatée dans le truc, mais en mode je vais révolutionner la Terre, hein, comme je te disais. Ouais. La bibliothèque, c'est plus un lieu où on ferme sa gueule. La bibliothèque, c'est un lieu de convivialité où on peut rencontrer des gens. Et la thématique, l'enjeu précis de la bibliothèque en 2015, c'est devenir le troisième lieu. Ouais. Ou le tiers-lieu aussi, certains disent. Ouais. Troisième lieu ou tiers-lieu. Donc, rapidement, un tiers-lieu, c'est les lieux qui ne sont ni le domicile ni le travail, mais où on peut rencontrer d'autres gens, éventuellement travailler sur d'autres choses. Et l'idée, c'est que la bibliothèque remplace le bar, en fait. Ouais. Voilà. Sans l'alcool, quand même. C'est ça. Ça, on n'y est pas encore. Mais c'est une proposition qui est, avant même de rentrer dans le concept de jeu vidéo, c'est une proposition qui est biaisée dès le départ, puisque par exemple, on ne peut pas se déplacer avec un café dans la bibliothèque. Donc c'est difficile d'avoir un instant de convivialité, échanger autour d'un livre, autour d'un café, en disant tu l'as lu celui-là, il est cool, ou regarde ce passage, il est chouette. Sans café. Parce qu'on ne peut pas avoir le café. Et on sait bien, ça c'est une problématique française, hein, parce que pour le coup, je sais qu'en Norvège, en Suède et tout ça, il n'y a pas de problème pour les cafés. Mais il y a des bars au milieu des bibliothèques en fait. Je vais plus souvent à la BNF. Je crois que il me semble que la bibliothèque de Stockholm, je sais plus,
Mais il me semble que c'est Sokal. Elle est exemplaire là-dessus parce qu'il y a un truc en mode. C'est presque un manga Kissa. Pour ceux qui voient pas ce que c'est les mangas Kissa, donc c'est un truc très. Je veux pas, je veux bien que tu m'expliques. C'est un truc japonais mais qu'on retrouve de plus en plus en France puisqu'on est quand même le deuxième pays consommateur de manga après le Japon. Le manga Kissa en fait c'est un établissement dans lequel tu vas consommer ton thé ou ta brochette vite fait ou ce genre de truc. Et en fait tu as une bibliothèque remplie de mangas. Okay. Et en fait c'est payé au forfait. Mais on avait des choses comme ça, on avait le café BD quand j'étais petite à Bordeaux, et qui a fermé assez vite. Mais on payait quand même à la conso. Il y a alors BDFU qui est devenu Crazy Cat, qui fait toujours. Et sur la nouvelle librairie BD, là je suis passée il n'y a pas longtemps, en fait ils sont quand même séparés la librairie et le café, donc ça marche pas. Et la zone du dehors propose une alternative. Et il y a aussi ça, la zone du dehors en livres généraux, il y a de la BD, mais c'est quand même pas une librairie BD, comme Victor Hugo à Bordeaux. Mais après, c'est comme des librairies cafés. Sinon, tu vois, de la librairie Georges a aussi un café. Il y a des salons de bibliothèques aussi. Il y a les mots bleus. Ah, ça ferme. C'est les petits mots bleus maintenant et c'est juste à côté. C'est Place Jean Jaurès. Ah, faut que j'y aille alors. Voilà, j'y suis allé il y a pas longtemps. C'est de la très bonne tarte au citron. J'y allais pour la tarte, j'y allais pas pour les livres. Il y avait à une époque, je sais pas si ça existe encore, à Saint-Michel le Samovar. Ah, ça, j'y suis jamais allée. C'était extraordinaire. Donc, on était assis sur des vieux canapés en velours côtelé. C'est top. Et puis, comme les pantalons des profs d'histoire du collège. C'était un bar à chicha. Ah oui, donc là t'as vraiment une convivialité. Ah ouais, c'était ouf. C'était vraiment trop bien comme endroit. Et alors sur la bibliothèque, on ne peut pas ni fumer ni boire de café. Et bah voilà, donc il y a ce côté troisième lieu où moi je me dis, ok c'est cool, bien, le jeu vidéo c'est nickel. Genre on peut faire du bruit. Et bah vas-y, Mais pas de problème alors. Parce que voilà, le concept de lieu public où on joue aux jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a de façon cliché? On a les LAN parties, où c'est un bordel monstre. On a la scène. C'est privé, c'est public, mais les gens se connaissent quand même. On a aujourd'hui la scène e-sport qui fait plus de bruit qu'un match de foot, concrètement, en termes de public. Et parce que les joueurs ils ont le casque, donc on les entend pas. Et puis on renvoie aux voyous dont je faisais partie à l'époque, qui fréquentent les salles d'arcade, qui sont des établissements peu fréquentables, où il y a un bordel monstre parce que toutes les machines tournent en même temps avec le son à burne, donc voilà, c'est pas possible. Maintenant t'as les, j'ose le dire, les bars jeux vidéo comme le Random à Bordeaux. Mais c'est des établissements qui sont également bruyants de toute façon. Mais c'est bruyant aussi, et c'est c'est quand même assez récent les bars jeux vidéo qui prennent un peu la suite quand même des... Donc c'est ça qui bloque, je pense... Ils font pas des bibliothèques quoi. Non. Du tout. Mais ce qui bloque, je pense, l'usager au départ, plus l'usager que le bibliothécaire. On a des bibliothécaires qui campent sur leur position parce que c'est des bibliothécaires qui sont... il leur reste 10 ans de carrière. Donc ils sont... Non mais... Oui, non mais il y a des habitudes, c'est dur de les perdre. Donc eux, ils ont connu la bibliothèque où on sautait, voilà. Et du coup, eux, bah, évidemment, on va leur faire une proposition vidéoludique. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Potentiellement, il y a mon fils ou voir mon petit-fils qui y joue. J'ai jamais bien compris. Je fais du cliché négatif volontaire. Hein. Non, mais comme pardonnez-moi. On comprend bien. Oui, de toute façon, faut jamais se mettre à la marge. Il faut vraiment plonger dans le cliché en se disant qu'est-ce que l'usager il attend, pour ensuite faire une proposition à la marge, mais adaptée. C'est vraiment comme ça qu'on avance sur les projets de bibliothèque. C'est-à-dire on va proposer quelque chose de farfelu, mais en l'incluant dans quelque chose de plus pédagogique derrière. Et ça va réussir à se passer. Et donc du coup on est sur cette proposition qui se retrouve isolée, du coup en tout cas à la grande bibliothèque de Mérindec, puisque en fait on est sur un étage. On a le rayon BD, on a le rayon DVD, film, bande de films. Donc le rayon plus média quoi. C'est ça. Et puis on a la petite passerelle à traverser, et c'est le seul endroit dans la bibliothèque de Bordeaux où on peut traverser cette passerelle, puisque aux étages supérieurs c'est les bureaux des conservateurs. Et puis les archives aussi. Et les du conservateurs pas politiques, c'est leur métier. Pardon, excuse-moi, c'est moi, une blague débile, je peux jamais... Les catégories A. Et du coup, on se retrouve de l'autre côté de cette passerelle avec cette proposition de jeu vidéo qui est calfeutrée en fait. Mais la passerelle, mais symbolique, finalement. On a franchi le cap. Et à la fois la frontière, le lieu de passage, c'est le moment initiatique. On est au deuxième étage, donc quand tu regardes en bas, faut pas avoir le vertige. Hein. Tu franchis le gouffre. Donc en plus, tu es sur le gué périlleux. Et un moment historique là, on le sent. Et on arrive dans cet endroit qui est pas franchement bruyant en fait. Puisque les gens lisent et ne font pas de bruit. Oui. Et puis même le jeu vidéo en soi, il est à un niveau tout à fait correct.
Donc il est diffusé sur des télés, hein, pas sur des machines comme des bornes d'arcade. Ouais, donc ça c'est quand même moins Donc fort. on a un haut-parleur qui vient soit de derrière, soit du bas. Ouais, mais qui fait moins de bruit. Donc on a une proposition tout à fait correcte de son, mais inconsciemment, les gens pensent encore, aujourd'hui je pense, que ça fait trop de bruit. Ouais. Et puis on a des... alors pour le coup, Et on tu a... crois que le public fait plus attention qu'il ne le ferait chez lui, par exemple? J'ai du mal à estimer en 2018 à quel point les gens regardent encore la télévision. Ouais. Moi je sais que ça fait 5 ans que je la regarde plus. Mais voilà, je sais pas. J'ai encore des amis proches qui font tourner la télé en fond pour ne pas se sentir trop seul ou pour avoir un bruit. Donc c'est pas forcément gênant d'avoir ce bruit. Bah ouais, parce qu'on cherche un bruit. Qui peut. De toute façon, si on va travailler en bibliothèque, ça peut aussi être qu'on a du mal à travailler seul dans le silence chez soi. Alors j'ai peut-être fâché des viewers de ta chaîne, mais d'expérience, vraiment, je vous le dis, si vous avez des collègues bibliothécaires ou si vous avez des amis bibliothécaires ou même... si vous êtes bibliothécaire. Ou si vous avez envie d'aller rencontrer un bibliothécaire ou une bibliothécaire et de lui parler, demandez-leur toujours ce qu'ils pensent du public universitaire. On a des bibliothèques universitaires qui sont dédiées aux universitaires et qui ont des règles qui ne s'appliquent pas dans les établissements publics. Oui, ils ne sont pas les mêmes. Sauf que eux les font appliquer. Ah, et c'est-à-dire qu'ils font le chute. Les pires usagers des bibliothèques, ce sont les étudiants. Et ceux qui exigent de n'avoir aucun bruit, ce sont les étudiants. Ah, ça ne m'étonne pas. Alors, je pense que ça va aussi avec la question du manque de place en bibliothèque et de salles de travail. C'est possible. Gratuite, tu vois, parce Après, qu'on n'a pas toujours envie de travailler dans des cafés, même... après, le problème aussi, c'est que, avec les étudiants que moi j'ai vus sur les 2 années où j'y ai travaillé, il y a beaucoup d'étudiants qui font du gel de place. Oui, c'est-à-dire, ils viennent le matin, en plus, ils compulsent aucun ouvrage. Ils viennent avec leur PC, ils s'assoient, ils se mettent là. Oui, ils ont une place. Et en fait, ils s'envoient des SMS ou des sextos toute la journée. Littéralement. Ils s'en passent des choses. Ouais. Je sais que sur notamment la bibliothèque Sainte-Geneviève, donc une bibliothèque universitaire à Paris, il y a toute une règle, enfin tout un système de code sur les cartes de bibliothèque pour savoir si les gens sont célibataires, dispo, dragables ou pas. Bon, moi je travaille chez moi. Hein. Je me suis fait engueuler en tant que médiateur bibliothécaire parce que je revoyais le plan d'une animation avec une collègue qui faisait une intervention ce jour-là, puisqu'on était sur le thème du handicap, et qu'elle lit couramment le braille. Et que du coup on avait tout un tas de trucs parce qu'on a un département pour les lecteurs empêchés à la bibliothèque de Mérindec, donc on a travaillé avec eux. J'ai vu une étudiante se lever et littéralement venir me dire « Vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît parce qu'on n'arrive pas à travailler ». Ben vous travaillez comment? C'est... Ben voilà, genre... Bon. Mais c'est vrai que la BNF c'est un endroit sans bruit. Hein. Ouais. Sous-sol des chercheurs, pas je suis jamais allé à la BNF, mais déjà... Mais c'est sans bruit. Hein. Mais c'est enfin, je parle vraiment des places chercheurs, quoi. Hein, mais ça m'intéresse potentiellement ce que tu vas en dire par rapport à la thématique de cette vidéo. Ouais. Puisque si un jour j'ai l'occasion d'y passer, j'irai m'entretenir en tout cas avec un bibliothécaire responsable du rayon jeux vidéo. Oh, puisque... mais je te présenterai à Jean-Charles Ray. Puisque je sais que eux, ils ont carrément un département de conservation. Ouais, et ça vous n'avez pas du tout, quoi. Non. Alors, donc tu m'as dit, donc ça a été mis en place, ça faisait pas trop de bruit, c'était acceptable, ça se pour moi, bien. en tout cas, pour moi. En tout cas, pour un public non universitaire, c'est prudent. Et on a en deuxième contrainte, le fait que c'est un produit qui n'est pas digéré comme étant culturel. Donc en fait, il faut plus ou moins le thématiser et le noyer dans quelque chose qui fait bien. Donc tu vas l'inclure dans un truc qui va être transmédia, donc là il y aura du jeu vidéo, mais pas forcément mettre le jeu vidéo en avant, tu veux dire? Non, alors pas spécial. Peut-être dans un premier temps ça a été fait comme ça. Non, mais on va thématiser le truc. Par exemple, la belle affaire pour moi, tous les mois d'octobre, thématique jeu d'horreur parce que c'est Halloween. Ensuite, ça changeait tous les mois en fait, à l'époque. Okay. Et puis en plus, là, je peux vraiment parler librement sans mettre de pincettes sur quoi que ce soit, puisque le service a totalement changé et il a été restructuré, et donc cette proposition n'existe plus aujourd'hui. Okay. Et donc du coup, voilà. C'est-à-dire que tous les mois, il y avait des jeux vidéo qui suivaient une Tous les mois, on avait un turnover sur les jeux, effectivement, qui était acheté. Donc qui était budgétisé aussi, ce qui est pas rien. Non. Et donc pas sur des écrans, les gens venaient pour y jouer. Non, histoire qu'on se le représente, tu vois, parce que comment ça se met en place? En libre service. Toi, tu l'as vu apparaître ça? Non. D'accord, c'était déjà là. Donc des jeux vidéo qu'on peut ramener chez soi? Non, pas dans politique d'emprunt sur le jeu vidéo. Pas de politique d'emprunt, donc que sur place? Ça se fait dans beaucoup de médiathèques françaises aujourd'hui. D'accord. Mais à Bordeaux, ça n'a pas été mis en place. Bon, ça c'est une question... Ça fait partie des choses, puisque voilà, pour ne rien vous cacher, Azélie est déjà au courant. Moi j'ai postulé sur 3 postes différents de médiateur numérique.
avec une proposition franchement orientée jeux vidéo, et pas médiation numérique, apprendre à faire une adresse mail. Ouais, Enfin, la rupture numérique, elle est flagrante, elle existe, mais c'était pas mon domaine, et je voulais faire une autre proposition, parce qu'on était plusieurs sur le coup, enfin, déjà, avec d'autres animateurs déjà en place. Ça pour être embauché par la bibliothèque. Absolument. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé franco, et j'ai dit jeux vidéo toutes les 4 secondes. Voilà. Comme ça, on a compris. Oui, mais c'était un parti pris fort. Mais c'est important. Mais voilà, ce que je voulais... de se mettre en avant dans un entretien d'embauche, et c'était ta spécialité, donc il faut la mettre en avant. Et j'avais plusieurs problématiques, dont la politique d'emprunt du jeu vidéo sur le réseau de bibliothèque de Bordeaux, parce que pour moi, ça me semble être un manque. On le fait avec le DVD, on le fait avec le CD. Oui, qui s'abîme aussi. Oui. Donc ça pourrait. Oui. En fait, il y a un vrai souci au niveau législation. Ça, c'est quelque chose, je pense. Alors, que... pour le jeu vidéo, spécialement. Je pense que tes amis... Tu vas nous éclairer. Ah ben alors, du coup, je pense que tes amis chercheurs qui travaillent dans le domaine vidéoludique doivent connaître pas mal ce écoute, sujet-là. ils le savent peut-être, mais ils m'en parlent pas. On a une jurisprudence totale sur le jeu vidéo en France, puisque on n'a pas... en fait, on n'a pas de fournisseur noble, entre guillemets. Donc on achète le jeu vidéo chez Micromania, qui est la seule boutique encore spécialisée, franchisée en France. Oui, parce que ça, c'est un problème. À qui on achète Ou auprès d'un fournisseur chez qui on a déjà des actions, j'allais dire non, un marché. Ouais. Donc on peut aller à la FNAC. Oui, parce qu'il faut... Ou chez Cultura. Enfin, le problème est toujours de savoir... Il faut ouvrir un marché toujours. Tu ne peux pas acheter un détaillant quand tu es une bibliothèque. Quoi. Il faut ouvrir un marché, donc tu ne peux pas aller chez un petit magasin. Par exemple, à Bordeaux, on a Difintel, qui est un magasin indépendant. Ouais, mais c'est pas possible. Et c'est pas possible, tout comme on ne pourrait pas se fournir auprès de la zone du dehors, puisque la mairie... Qui est une librairie. Oui. Très recommandable. C'est pas un assez gros établissement pour que la mairie veuille y accorder de l'importance. En fait. Oui, mais pour plein de raisons comptables, etc. Enfin, ça s'explique, c'est désagréable, mais ça s'explique. Donc du coup, on a une jurisprudence totale, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire jouer en libre service des jeux vidéo qui ne nous appartiennent pas? Ça appartient à la bibliothèque, mais comment on fait? Ah, ça c'est vrai que ça. À qui appartient le jeu vidéo? C'est pareil, aujourd'hui on est sur une jurisprudence totale qui fait qu'on a le droit de faire des émissions qui parlent de jeux vidéo sur YouTube, même si on est de plus en plus cadenassé, mais ça c'est la politique américaine. Voilà. On va pas en parler non, c'est un autre sujet, mais les vidéastes ici présents sont au courant, même ceux qui ne sont pas strikés le savent. Déjà pour les musiques, c'est tout à fait. Aussi. On a des plateformes de diffusion en ligne telles que YouTube, que moi, alors là c'est très personnel, je déconseille à tout le monde. Oui, mais je la trouve pas du tout ergonomique cette plateforme. Mais par exemple, pour faire un live autour d'un instant littérature, c'est tout approprié. Parce que les autres plateformes en général sont très thématisées, et notamment moi qui suis dans le jeu vidéo, effectivement j'utilise Twitch. Ouais. Et Twitch aujourd'hui j'aurais twitché les livres. A ouvert des portes. Non, mais a complètement ouvert des portes. Puisque, en fait, la seule règle pour que Twitch soit à peu près clément sur le truc, c'est qu'il faut bien catégoriser le stream qu'on va faire. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, sur Twitch, il y a du talk show, il y a du IRL. Ah, tu vois, je m'en rendais pas compte de ça. Si, et donc en fait, moi ça m'arrive, je fais une petite parenthèse, ça m'arrive de regarder des streams avec ma compagne, juste pour délirer. Par exemple, je suis abonné à une chaîne qui s'appelle... alors, si tu veux que je mette le lien, il faudra me l'envoyer. Qui s'appelle Ricerman, comme le riz en anglais. Ricerman. Ok. Et donc, du coup, c'est un londonien asiatique qui a un commerce, je pense, avec sa sœur ou avec sa compagne, je sais pas. Et ils mangent du riz. Et alors, en fait, ils ont un magasin à Londres de fish and chips. Ok. Et ils ont une caméra de stream dans leur magasin de fish and chips où, en fait, ils sont démerdés pour que ce soit filmé toujours à hauteur de cou, donc on ne voit jamais les clients. D'accord. Donc il n'y a jamais on voit des torses. Ouais. Et en fait, ils filment, c'est un long plan de couloir. Et donc, elle, on la voit en train de servir et tout. Et puis lui, en fait, il fait sa popote. Donc on le voit mettre ses trucs dans l'huile, nettoyer son plan de travail et tout. Et de temps en temps, il se retourne dans la caméra, il lit le chat, il fait 2-3 commentaires. Et voilà. Et genre, ça, c'est en catégorie IRL. Ok. Par exemple. Donc c'est pas du tout interdit par Twitch. Ça, c'est vraiment de la télé-réalité, en fait. Ouais, complètement. De la vraie télé-réalité, ce que devrait être la télé-réalité. C'est ça. Tu vois les gens. Et donc du coup, moi j'ai été amené à faire du jeu de rôle papier autour d'une table et de le twitcher, et je m'étais mis dans la catégorie talk show. Voilà. Okay. Et ça fonctionne. Donc là, si on était en direct, on pourrait être en talk show, par exemple. Okay.
Donc voilà, je déconseille YouTube et Je Twitch. note. YouTube est beaucoup plus, Twitch est beaucoup plus approprié. Et donc du coup, là où j'en venais, c'est que YouTube, il y a des problèmes qui sont dus aux ayants droit. Twitch, qui est détenu par Amazon, il y a du contenu qui est censuré, mais il est censuré a posteriori, pas en stream, enfin pas en live. Donc sur les VOD. Diffuser. Et ils font ça de façon plus intelligente que YouTube, ça ne concerne que moi cet avis-là. Mais en fait, ils ne coupent le son que sur les parties incriminées. Ok. Donc tu vas avoir une plage de vide. Bon. Voilà. Comme le bip, mais... Ouais. Mais voilà, on censure de la musique, on censure du film, mais jamais une seule seconde, aucun youtubeur ne vous le dira, l'éditeur du jeu m'a envoyé un mail ou m'a téléphoné pour me dire que j'avais pas le droit de faire ça. Donc en fait, on est dans un média et une nouvelle forme d'expression qui est tellement contemporaine, pas dans le sens nouveau, dans le sens on est là aujourd'hui dedans, c'est au jour le jour, quoi, que tous les gens qui bossent, je pense, dans l'industrie du jeu vidéo, se sont emparés de tous les outils disponibles, et eux, je pense que ça fait partie de leur paysage quotidien aussi, que je pense qu'à aucun moment, un éditeur ne s'est dit mais on va interdire la diffusion de notre jeu en fait. Mais non, mais pas ça, c'est de la publicité. Ouais. De voir gratuit. les gens parler. Ouais. C'est gratuit. Et donc ça, ces questions-là, finalement, alors pas pour ce qui va être de faire des vidéos, mais ces questions-là se Comment on fait en bibliothèque. Comment... Tu as eu connaissance de problème avec des éditeurs sur la bibliothèque? Comme on sait qu'il y a pu avoir des problèmes avec les éditeurs de livres. Alors pas au sein de la bibliothèque, mais dans les propositions que j'avais fait lors de mes entretiens d'embauche, qui étaient des propositions que j'avais déjà fait auparavant quand j'étais employé à la bibliothèque. Il y avait par exemple, on a 11 bibliothèques comme je disais sur la commune de Bordeaux, qui sont des bibliothèques de quartier. Et en fait, il n'y a pas de c'est quoi le mot de mairie qu'on emploie? De transversalité entre les. Il faut toujours employer les bons mots quand tu montes un petit dossier. Vocabulaire démocratique. Ouais. Et la langue de béton. Et du coup, voilà, il n'y a pas suffisamment de transversalité à mon sens. Il y en a peut-être plus aujourd'hui. Moi, quand j'y travaillais, je croyais qu'il n'y en avait pas suffisamment. Donc, j'avais proposé. Il y a une politique de la ville qui a fait en sorte que chacune des bibliothèques de Bordeaux, tous les établissements possédaient une console Wii U avec Mario Kart 8. C'est super. Ouais. Donc, j'avais proposé, Mario Kart 8 étant un jeu qui est du coup multijoueur, en offline et en online. Donc, on peut jouer à plusieurs, que ce soit connecté. Donc, avec un écran scindé en 4. Et puis, on a un dispositif en général en bibliothèque quand même sur des écrans qui sont volumineux, donc on n'est pas tous collés devant sa télé. D'organiser donc, et puis pareil pour FIFA, tout le monde avait FIFA. Donc sur ces deux jeux, d'organiser des tournois inter-quartiers, avec en interne au départ, au sein du quartier, des tournois gérés avec les riverains. Et ensuite amener les finales et les demi-finales dans l'auditorium qui fait 250 places de la bibliothèque de Méradec pour faire une soirée festive. Avec les gagnants. Voilà, quoi. Et donc là, le jeu qui permet d'aller dans le sens des politiques de la ville. À mon sens, oui. Quoi. Ouais. Et la réponse qu'on m'a fournie systématiquement était c'est une super idée, donc tu devrais trop le faire. Go. Go, m'embaucher pour que je le fasse. Ouais. Et sauf qu'en entretien d'embauche, c'est genre, ouais, d'accord. Mais c'est pas les besoins. Mais bon, ça, on sait qu'il peut y avoir un temps, une latence entre l'idée et l'application. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que je pense que c'est. C'est super de faire ça. Ouais, et puis en fait, ça demande tellement rien. En plus. Et le matériel est déjà là. De quoi? Et le matériel est déjà là. Ouais, il est déjà là. Il est déjà là. Donc effectivement, ce truc-là, je sais plus par rapport à quelle question tu m'avais posé, je rebondissais. Sur, voilà, t'as jeux vidéo, bibliothèque, donc c'était déjà fait, mais... je vais revenir sur la jurisprudence. Si tu veux bien. On est donc sur une politique d'emprunt, sauf qu'en fait, à qui appartient le jeu vidéo? Quel est l'auteur du jeu vidéo? Sur un livre, on a un auteur et un éditeur et quelqu'un qui fait une relecture et une mise en page, admettons. Quand tout se passe bien. On a, sur un film, on a quelqu'un qui se porte garant du bon sens du film auprès du producteur. On a, on va dire, le grand Manitou artistique en termes de... à la place de réalisateur. Et puis on a des consultants, des gens qui font des costumes, des trucs comme ça, et des comédiens, et des figurants, ainsi de suite, qui sont tous crédités à la fin. Et ces gens-là, ils ont été payés pour leur prestation. Donc, cette prestation-là, elle est validée, c'est bon, ils ont touché l'argent. Maintenant, que vive l'œuvre. Sur le jeu vidéo, on est un peu sur ce rapport-là. Mais le truc, c'est que, comme c'est une œuvre qui est horizontale et qui n'est pas verticale,
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une œuvre qui est pas pré-mâchée et dont le joueur lui-même va devoir, il va devoir éprouver le jeu pour en retirer quelque chose. Du coup, il est lui-même acteur aussi de cette proposition. Du coup, déontologiquement déjà, est-ce que ça pose pas un problème sur certains trucs? Et puis, à qui on s'adresse? On s'adresse à la boîte qui a développé le jeu, on s'adresse à la boîte qui a édité le jeu, on s'adresse à la boîte qui a produit le jeu, on s'adresse au réalisateur du jeu, et en fait, d'un coup, on est sur 300-400 noms différents, et c'est hyper compliqué. Et ces droits, les droits d'auteur sur un jeu vidéo, on ne sait pas qui détient les droits, en fait. Moi, j'ai tendance à contacter l'éditeur, si jamais je devais le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. On sait que la série Silent Hill, c'est développé en interne chez Konami. Ouais. Donc c'est un jeu de Konami, édité et développé par Konami. Mais au final, si c'était un jeu développé par, je sais pas moi, Pierrette et Jean, édité par, enfin distribué du coup. Édité, c'est distribué pour moi. Par Konami, et ben, je vais appeler Konami pour dire vous avez les droits d'exploitation du jeu, est-ce que je peux en faire quelque chose? Oui, ça paraît. Je me rappelle pourquoi j'avais parlé des tournois. Parce que j'ai pas eu l'occasion de, moi, le tester au sein de la bibliothèque. Par contre, je fréquente depuis des années des associations qui sont organisateurs d'événements autour de tournois de jeux vidéo. Et la première association que j'ai fréquentée, qui est une association qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une association qui s'était spécialisée dans Dance Dance Revolution, qui est un jeu de rythme où on danse sur un tapis, avait obtenu le macaron officiel de Konami pour organiser des tournois en France, en région Nouvelle-Aquitaine. Okay. Oui, mais parce que comme quand tu fais un cours de Zumba, il faut avoir payé des droits Zumba, quoi, tu vois. Sauf que, un jour, ils ont mis Beat the Beat, qui est un jeu de rythme où on joue en fait avec un espèce de pad. Ouais. Et en gros, ils ont organisé un tournoi Beat the Beat dans un de leurs événements. Et il y a un gars qui était présent, qui leur a envoyé un mail a posteriori pour leur dire vous n'avez pas le droit d'exploiter ce jeu, vous ne nous avez pas payé les droits d'exploitation. Donc en vrai, quand tu veux organiser un tournoi Mario Kart ou quoi, tu dois contacter Nintendo France pour demander un droit d'exploitation et payer une licence. C'est comme en fait, en vrai, c'est comme la SACEM. Ouais, c'est comme montrer un film ou passer de la musique dans un lieu public, quoi. Sauf que la jurisprudence, elle se fait également sur l'emprunt, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, je pense que les gens qui regardent ta chaîne doivent tous le savoir, mais je le rappelle au cas où. On achète tous un DVD aujourd'hui 9 € ou un Blu-ray 16 €. On l'a à la maison, on est content, on passe à un copain, il le regarde, tout va bien. Ouais. D'un coup, on est dans un bus, on veut diffuser notre Blu-ray, on peut pas. On n'a pas. D'un coup, on est dans un établissement, un établissement public, on n'a pas. Dans une plateforme pétrolière aussi. Il y a toujours la mention des plateformes pétrolières. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est dans une structure telle qu'une bibliothèque, quand on faisait les TAP par exemple, on avait des DVD qu'on avait commandés sur des catalogues spéciaux. Sur des catalogues nobles. Enfin, je continue à employer ce mot. C'est pas péjoratif. C'est genre, on va dire, les gens qui sont spécialisés dans ce genre de fourniture. Et pas chez qui on peut aller. Parce que tu ne payes pas 9 € là ton DVD pour une bibliothèque. Parce que tu payes aussi les droits. Et d'un coup, tu prends un DVD et ça te coûte 43 balles. Ah, parce que tu payes ces droits-là. Par avance. Mais quand tu le mets dans une manette pédagogique que tu donnes à des centres d'animation, eux, ce qu'ils y voient, c'est un DVD. Bah oui, donc quand ton DVD te revient rayé, t'as un peu les boules. En fait, tu peux pas. Et puis là, tu n'as pas le droit de le remplacer par un DVD commerce juste pour qu'il soit bien. Non, il y a une petite vignette bleue. Si vous allez en bibliothèque, vous remarquerez. Il y a une petite vignette bleue derrière qui dit vous pouvez emprunter des DVD en bibliothèque qui vous permettent de les regarder chez vous, et vous pouvez emprunter des DVD en bibliothèque avec le macaron bleu, qui veut dire que vous avez un droit d'exploitation en public. Ok, tiens, mais non, mais moi je savais pas. En tout cas, c'était comme ça. Je savais pas le coût du macaron. C'était comme ça jusqu'à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant. Et donc, du coup, voilà. Le jeu vidéo, ça s'est pas encore formalisé. Le jeu vidéo, on ne peut pas l'acheter dans des boutiques spéciales, enfin des fournisseurs spécialistes. Et surtout. Le marché ne s'est pas créé. Non, il n'y a pas de marché créé. Et voilà. Donc. C'est pas un super gros problème. Et après, donc finalement, vous achetiez des jeux à la Fnac, par exemple. Ouais. Enfin, bon, ça, c'est pas toi qui. Alors, elles étaient très malines, mes collègues, parce qu'elles avaient capté un truc. C'est que, avec le passage au tout payant online sur les consoles, en fait, les producteurs de consoles ont dû trouver des, entre guillemets, des failles pour que les joueurs ne partent pas en mode ils se foutent de notre gueule, il faut payer pour jouer en ligne, sur mon PC c'est gratuit. Je paye déjà un abonnement internet, c'est pas pour repayer derrière. Ouais. Le discours classique, mais qui est vrai. Ouais. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est que ils le prêtent ou donnent, suivant le fournisseur,
des jeux avec l'abonnement. Du coup, par exemple, chez PlayStation, tu as 2 jeux en location. Tant que tu payes l'abonnement, tu peux y accéder. Chez Microsoft, ils te donnent les jeux. Et donc, du coup, mes collègues, elles avaient bien spot le truc. Donc, dans la sélection mensuelle, il y avait toujours les 2 jeux gratuits du mois. C'est malin. Comme ça, c'était pratique et Ça fait 2 jeux de mois à acheter. Et ça. Et c'était pas non plus. Non, mais ça montre aussi comment on peut jouer avec des lignes de budget de façon super concrète. Bien sûr. Et alors, pour le coup, est-ce que ces 2 jeux du mois, vous imposez votre thématique ou quand même pas? Non. Ceux-là, ils étaient en libre accès. Ceux-là, ils étaient en libre accès, c'était en plus le bonus. C'est ça. Et alors, cette thématique, comment vous la pensiez, la thématique du mois? Alors, pour le coup, moi, je travaillais pas au sein du service, mais c'est vrai que c'est un service où je traînais beaucoup et je discutais beaucoup avec ces collègues-là. Donc, je peux me permettre de répondre sans avoir mis vraiment le nez dedans. Je pense qu'en fait, elles apparaissent. Alors, justement, je crois. Enfin, je leur ai jamais posé la question, mais il me semble qu'elles étaient assez malines pour potentiellement coller à la thématique des jeux gratuits. D'accord. Je crois qu'en fait, ça arrivait par rapport à la sélection catalogue. Ça permettait quand même d'avoir une cohérence. C'est ça. Donc, par exemple, quand on avait un gros. Les jeux, ils suivaient l'actualité aussi, par exemple le jeu d'Halloween. Enfin, ça. Par exemple, quand il y avait un gros jeu de voiture qui était en accès libre, et ben d'un coup, on faisait tout un panel de jeux de voiture. Puisque, oui, ce que j'ai oublié de préciser, et moi j'ai trouvé ça absolument génial, on avait dans les machines présentées une PlayStation 4, une PlayStation 3, une Xbox One, une Xbox 360 parce qu'elle était avec Kinect et que du coup le motion gaming ça rentrait dans un projet aussi de découverte pédagogique et puis de l'accessibilité aux joueurs. Et puis à tous les publics. Ouais. Et puis on avait des machines un peu plus vieilles. Il n'y avait pas complètement du rétro, mais parfois on proposait un peu des jeux un peu plus vieux. Pour avoir un peu d'histoire du jeu vidéo, la conscience que c'est une culture à part entière. Et à côté de ça, il y avait 2 voitures, parce que c'était clairement des voitures, qui avaient en fait été découpées dans des planches d'agglomérés de bois puis peints. Ouais, c'était des voitures, donc tu rentrais, c'était 2 sièges. Ouais. C'était l'équivalent d'une Smart, on va dire, quoi. Complètement isolé au niveau phonique. Okay. Donc une petite cabane en forme de voiture. Avec 2 casques fermés, bonne qualité, quoi. Qui étaient bien sûr accrochés. Hein. Et des tablettes, enfin une grande tablette accrochée sur le truc. On mettait son casque, on lançait sa vidéo, et chaque mois était proposé un documentaire sur la thématique du jeu vidéo. Ah oui, donc là c'était avec, en plus, qui accompagnait un autre média, donc le film pour accompagner. Quand c'était pas un documentaire, c'était une émission YouTube sélectionnée. Donc j'ai eu l'honneur de faire partie des trucs pour Halloween. Bravo. Mais on avait par exemple 88 miles à l'heure de Rythme Pécard de Vandal, puisque en fait ils ont choisi un parcours thématisé sur 2 mois, je crois, sur la pratique du speedrun, puisque ce qui les intéressait ici c'était le fait de détourner. De détourner le jeu pour en faire un autre jeu. Le speedrun, c'est les joueurs qui vont finir hyper vite un jeu, le plus vite possible, donc vraiment des temps hallucinants, si possible en chopant. En utilisant en fait toutes les failles que le jeu a proposées dans son code. Donc éventuellement des bugs, etc. Et en fait, ça n'est plus le jeu originel, c'est vraiment des jeux par-dessus le jeu. Et Fanny Barnabé a pas mal étudié cela d'un point de vue universitaire. Pour donner un ordre d'idée sur aujourd'hui, sur un jeu comme Super Mario Bros, le tout premier auquel tout le monde a joué ici, hein. Le record du monde. C'est sûr. Oh. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le record du monde est de 1 minute 36. Ça fait pas beaucoup. Hein. Non. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est complètement hallucinant à voir. En fait, le speedrun, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut connaître la pratique et avoir des gens spécialistes qui vont commenter derrière, ce que font du coup Rythme Pécard de Vandal, qui sont des experts de cette pratique, qui connaissent bien toutes les techniques utilisées par le speedrunner, les failles du jeu dans son code, les failles du jeu avec un patch, machin, enfin tout ça. Bref, c'est du jargon, mais qui vont savoir expliquer comment il a utilisé, à quel moment ce truc-là. Ouais. Parce que du coup, en fait, c'est les 3 quarts du temps, c'est absolument irregardable. Parce que l'écran clignote, parce que t'as des trucs que tu comprends pas dans le jeu et tu dis, attends, mais oui. Il va falloir qu'on accélère un peu, mais je veux juste savoir, dans la bibliothèque, comment ça se passe alors quand les gens ils veulent jouer? Ils viennent, ils présentent leur carte d'usager. On leur... Avec la carte. Ils arrivent, ils disent bonjour, je voudrais jouer à telle console. Ok. Elles sont pas en accès libre, il faut quand même les demander. Ouais, 1 heure. D'accord. 1 heure par jour avec la carte. Et du coup, on a des usagers récurrents qui viennent quasi tous les jours faire des jeux. Alors, c'est compliqué avec le système de sauvegarde aussi.
Ah bah oui, parce que là, ça n'a pas fait pour l'usage collectif. Donc il y a des propositions alternatives qui sont faites, notamment dans une commune proche Bordeaux qui s'appelle Saint-Médard, qui est une médiathèque ludothèque exemplaire, qui est souvent citée d'ailleurs dans des rapports, hein, voilà, qui eux en fait proposent aux utilisateurs de venir avec une clé USB qu'ils mettent dans le périphérique et ça ils ont leur propre sauvegarde. Ils font des saves sur leur clé. Ah, c'est super. Donc le lendemain ils peuvent revenir et continuer. Et donc les gens ils prennent la console, tu aides à installer. Non, la console en fait ils prennent juste le jeu. Ils prennent la manette. Ils prennent la manette. Uniquement la manette. Et le jeu est dans la console parce que ça va être le jeu du mois. Ouais. Et ils jouent tranquille. Au bout d'une heure, tu vas les chercher s'ils reviennent pas. Ouais, en général, on est vachement sympa parce qu'on sait que c'est juste qu'il y a d'autres gens qui la veulent, quoi. C'est ça. Ok. En général, c'est un public de niche et voilà. Est-ce que tu dirais que les jeux vidéo a fait entrer d'autres gens à la bibliothèque? Absolument. Ça permet de désacraliser la bibliothèque? Moi, je l'ai vu et j'en étais intimement persuadé avant et j'en suis aujourd'hui encore intimement persuadé. Et je pense même qu'il y a un public encore à attirer si on faisait des actions culturelles autour du jeu vidéo. C'est trop beau. Ben, je pense sincèrement. Et notamment cette proposition qui a l'air toute simple, hein, le tournoi FIFA de Mario Kart. Ouais, mais c'est bien, mais ça crée du lien. Mais FIFA, on voit très bien quel genre de public ça attire, puisque par exemple, la ville de Bordeaux aussi a des pôles mobiles, on va dire, de la bibliothèque. Je vais plus avoir de batterie. Ah mince, j'essaie d'aller vite. Speedrun de la fin. Ils organisent en fait ils interviennent en fait avec des préfabriqués, tout ça, sur des événements durant l'été et tout ça, et il y a des consoles qui sont mises à disposition, notamment des tournois de FIFA qui sont organisés, et on a un public beaucoup plus de quartier qui vient voir FIFA. Donc pas forcément que les enfants qui n'ont pas envie de travailler. Non, on a des adolescents, on a des jeunes adultes. Et donc multigénérationnel, et les gens jouent ensemble. On a des gens de quartier, on a des gens de culture cité qui viennent parce que c'est aussi un moyen de sociabiliser, voilà. Et du coup, c'est des gens qui fréquentent pas du tout les établissements bibliothèques, qui sont bourgeois en fait, quelque part dans l'inconscient collectif. Quoi. Et du coup, effectivement, moi ça me fait plaisir de voir des gars avec des accents des quartiers venir et jouer avec le petit frère de 6 ans. Enfin voilà, c'est cool. Ouais, quoi. mais c'est ça que tu observes la bibliothèque. Et le jeu vidéo. Accessoirement. J'espère que ça vous a intéressé, on en fera certainement une autre. Ouais, il y a trop de trucs à dire. Ah, grave. Je vous dis à bientôt.